Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être venus à notre 4e édition des rencontres patrimoniales du particulier. Donc c'est un événement désormais qui est récurrent et auquel je vois il y a de plus en plus de monde. Chaque année, un peu plus, on va être obligé de pousser les murs la prochaine fois. Donc c'est la première conférence de la journée, vous allez en avoir 3. Vous avez tous votre petit livret, donc vous avez vu quelles sont les thématiques qui vont être abordées. Donc ce matin, nous allons aborder la thématique des réformes fiscales, donc les grandes réformes qui sont en ce moment en discussion devant le Parlement. Cet après-midi, vous aurez une conférence sur l'immobilier, vous aurez ensuite une conférence sur les allocations d'actifs, et vous aurez un certain nombre d'ateliers qui vont être animés par nos partenaires sur des thématiques assez variées. Donc il y a de l'assurance vie, il y a de la transmission. Enfin, vous avez de quoi vous occuper ce soir jusqu'à 19h30, si vous avez le courage. Un petit mot peut-être sur le particulier. Moi je suis Frédéric Durand-Bazin, le rédacteur en chef de ce magazine, auquel visiblement vous êtes assez attaché. Donc vous allez voir cette année qu'on va changer un certain nombre de choses. Il faut qu'on évolue avec vos besoins, avec vos envies. Donc on va vous proposer à partir du numéro de janvier une nouvelle formule qui sera, je l'espère, pour vous, encore plus agréable à lire, encore plus complète, encore plus didactique, tout en étant dans le cœur de nos sujets habituels. C'est un vrai challenge pour nous parce que la dernière nouvelle formule remonte à 2013. C'était un passage obligé, c'était une phase de transition entre ce que vous aviez eu pendant des dizaines d'années et ce vers quoi on voudrait aller désormais. Donc on a la chance, nous, d'être adossés au groupe Le Figaro depuis 2010. C'est une chance parce que ça nous permet d'organiser ce type d'événement, ça nous permet de nous développer, ça nous permet d'avoir une présence désormais sur Internet qui soit beaucoup plus large. Et pour vous, c'est tout à fait transparent parce qu'on a conservé notre autonomie, notre indépendance. On est maître à bord. Même si des fois on peut ne pas être d'accord avec certains sujets qui sont abordés par notre maison mère. On a entière liberté pour traiter les sujets qui vous intéressent et qui sont notre cœur de métier. Voilà. Donc nous allons attaquer cette première conférence avec 3 intervenants. Donc je prends leur nom. Donc j'appelle sur scène Gilles Belloir, qui est directeur général de Placement Direct. Donc ça va être un des 2 spécialistes de l'assurance vie. Voilà qui arrive. Vous avez le droit d'applaudir. Thomas Delannoy, qui est le directeur général de la ZAC-FAPES, qui est désormais un de nos habitués de ces conférences et des rencontres patrimoniales. Et donc au milieu de ces 2 superbes assureurs, distributeurs, concepteurs de produits, merci d'accueillir Laurent Jourda, qui est directeur commercial de Résidétudes et qui lui va être le spécialiste de l'immobilier. Bonjour. Alors, je prends la télécommande. Donc, avant de commencer cette conférence, je vais donner la parole à chacun des intervenants pour qu'ils se présentent très rapidement, en 2 minutes, comme ça vous saurez à qui vous vous adressez. C'est des gens que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la journée sur les stands au rez-de-chaussée. Donc, si vous avez des questions personnelles à leur poser, ce sera le moment ou jamais. Tout à l'heure, on aura un jeu de questions-réponses d'ici 3 quarts d'heure, où vous pourrez poser toutes les questions d'intérêt général. Voilà. Ceci dit, donc je passe la parole, qui veut commencer
Allez-y. J'essaie de retrouver votre fiche. Voilà. Donc Gilles Belloir, je suis directeur général d'un courtier en ligne qui s'appelle Placement Direct, alors qui a été créé en 1999. Et nous sommes spécialistes de l'assurance vie en ligne, donc en particulier contrat d'assurance vie épargne et retraite. Et notre spécialité, c'est de proposer des contrats d'assurance vie haut de gamme, donc avec de nombreuses options de gestion, des investissements, des univers d'investissement très larges, à des frais très réduits. On est courtier, donc on a différents partenaires, compagnies d'assurance. Nos principaux partenaires sont Swiss Life, Affaires Generali sur Avenir. Et je me dois de vous préciser par souci de transparence que notre actionnaire unique est Swiss Life, une compagnie d'assurance. Voilà, c'était court mais c'était complet. Laurent. Oui, bonjour. Alors donc moi je représente Résidétudes. Non, c'est la slide avant. La slide, voilà. Donc je vais vous parler d'immobilier. Alors la société que je représente n'a pas vocation à couvrir tous les secteurs de l'immobilier, mais je pourrais répondre à... Je connais assez bien le secteur quand même. Donc nous en fait en immobilier on est sur un seul domaine qui est, on est le spécialiste, on se veut même être le leader des résidences gérées. Alors les résidences gérées dans l'univers de l'immobilier, c'est aussi connu sous le nom des résidences services. Et donc on est sur 2 fiscalités jusqu'à la fin de l'année, 2, après il ne devrait plus y en avoir qu'une. C'est la fiscalité Censi-Bouvard, pour faire très simple, c'est l'équivalent de Pinel pour le gérer, ou le statut du loueur en meublé non professionnel, qui n'est pas une loi fiscale, mais qui est un statut fiscal, donc qui consiste à amortir la valeur de ce qu'on investit. Donc Résidétudes, donc on est sur 3 domaines. On est le leader en étudiants, on gère plus de 14 300 logements étudiants à travers 100 résidences. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe, puisque le gouvernement annonce qu'il veut promouvoir la construction de 80 000 logements étudiants, parce que c'est vrai qu'il y a un réel besoin sur ce secteur-là. Depuis une quinzaine d'années, on s'occupe aussi d'hôtellerie d'affaires, donc ce qu'on appelle les appart-hôtels. On a 8500 logements en gestion sur ce domaine-là, 80 résidences sur toute la France. Et depuis une dizaine d'années, un secteur qui est en forte expansion, puisque c'est un marché qui va doubler pour des raisons démographiques évidentes dans les 20 ans qui viennent, c'est le marché des résidences seniors. On en exploitera 46 à la fin de l'année, on a 4300 logements, ça représente donc 4300 logements. C'est un secteur donc en forte expansion et on commercialise donc tous ces investissements, soit en direct auprès de particuliers comme vous, soit à travers des plateformes et des banques, beaucoup de banques distribuent nos solutions d'investissement. Et depuis un an, on vend des résidences en bloc, c'est-à-dire qu'on voit arriver vers nous des investisseurs institutionnels qui achètent des résidences en entier. Donc pour sortir du rendement, puisque c'est des produits, on le verra, enfin on le voit sur cette image, qui procurent quand même des rendements élevés, puisque ça va jusqu'à 4,25%. Qui peuvent être, je vous détaillerai peut-être après par rapport à l'IFI, qui peuvent être nets d'impôts et de prélèvements sociaux, puisque vous savez tous que ça va augmenter à partir du 1er janvier. On va passer à 17,2 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, des solutions pour nous, on parlera sûrement des nouvelles réformes, mais qui nous empêchent pas de dormir, pour utiliser une expression un peu triviale. Merci. Donc, pour cette présentation, Thomas, de l'ASAC FAPES. Ça marche. Mesdames, Messieurs, bonjour. Thomas Delannoy, directeur général d'ASAC FAPES. Merci. Donc, on va rentrer assez rapidement, tout de suite même, dans le vif du sujet. Donc, vous savez tous que sont en ce moment sur les bureaux de l'ensemble des parlementaires une réforme fiscale qui se veut plutôt d'envergure, plutôt quelque chose qu'on pourrait qualifier quasiment de Big Bang fiscal, qui va susciter de nombreuses interrogations, parce que ça va toucher l'ensemble des pans de votre patrimoine. Ça va toucher vos revenus, ça va toucher votre capital, ça va toucher votre patrimoine. Donc,
un certain nombre de questions légitimes ont émergé depuis leurs annonces au début de l'été. On a désormais un certain nombre de précisions. C'est des sujets qu'on développe chaque mois dans le particulier. On va s'y intéresser un peu plus précisément maintenant. On a artificiellement distingué deux grands pans dans ces réformes. Donc la première qui est celle de la fiscalité des revenus, du patrimoine, qui va être désormais soumise au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui veut grosso modo faire en sorte que les revenus du patrimoine financier, pour faire court, soient taxés à 30%, prélèvements sociaux inclus. Ce qui veut dire que déjà, première question, pourquoi que les revenus du patrimoine financier et pas les revenus fonciers, par exemple, qui eux resteront taxés au barème sans possibilité d'optimiser cette fiscalité. Donc ça va être le premier pan. Et deuxième pan, on va parler du futur impôt sur la fortune, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui va venir remplacer l'impôt de solidarité sur la fortune que vous connaissez aujourd'hui, tel qu'il est. Donc on va commencer par le PFU. Donc qui a envie de commencer? Peut-être Thomas ou non? Guillaume? Ouais. Donc non, il est là, votre micro. Donc voilà. Aujourd'hui, 30% sur l'ensemble des revenus. Alors, est-ce que c'est vraiment 30%? Est-ce que ça concerne tous les revenus? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est facultatif? Est-ce qu'il y a possibilité, si jamais je ne suis pas imposé, d'être quand même taxé à moins, de pas continuer à être exonéré? Est-ce que certains produits échappent à ces fameux 30%? Voilà. Donc ça, c'est la première question. On va répondre après en détail. Alors, globalement, je pense qu'aujourd'hui, 13 octobre, la première chose à dire, c'est qu'il faut prendre un certain nombre de précautions par rapport à ce que l'on va annoncer, puisque finalement, on va raisonner aujourd'hui sur la base d'un projet de loi de finances qui a été présenté il y a quelques jours par le gouvernement et qui est actuellement en cours de discussion. Aujourd'hui, le projet de loi de finances est en commission des finances, en examen en commission des finances à l'Assemblée nationale, et on entend déjà aujourd'hui que par rapport au projet de loi initial, des changements sont en cours. C'est la raison pour laquelle je suis assez à l'aise pour faire la présentation qui m'est dévolue et qui concerne la fiscalité actuelle de l'assurance vie, qui elle ne bouge pas puisque par définition elle est actuelle. Donc ce sera forcément assez confortable, peut-être un peu moins confortable pour Thomas à côté de moi, mais je suis sûr qu'il y arrivera avec beaucoup de talent. Donc actuellement la fiscalité de l'assurance vie, et du coup je ne réponds pas tout à fait à votre question sur le global. C'est pas grave, je vous demanderai d'y répondre tout à l'heure. Actuellement la fiscalité de l'assurance vie et depuis très longtemps est en fonction de la date d'effet du contrat d'assurance vie. Et ça c'est quelque chose que l'on a retrouvé dans un certain nombre de mesures fiscales qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Et en particulier, quand on parle de la fiscalité sur les plus-values, en fait, sur les contrats d'assurance vie, on distingue deux choses. Les prélèvements sociaux qui s'appliquent chaque année, en particulier sur le fonds, les plus-values générées par le fonds en euros. Et d'autre part, la fiscalité plutôt sur les revenus, pour lequel l'assuré a une option, au moment de chaque rachat, de choisir soit ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire, soit l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on est d'accord, suivant la date de détention, la durée de détention de son contrat, on n'a pas forcément la même fiscalité. Exactement, exactement. Alors, les gens qui sont le plus bénis, ce sont ceux qui disposent d'un contrat qui a été souscrit avant le 1er janvier 1983. Je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle ici. Ah, il y en a. Ah, très bien. Donc, surtout, conservez-le. Alors, vous supportez quand même les prélèvements sociaux annuellement, normalement. Mais en tout cas, la fiscalité sur les rachats est adoucie. Autre point, ce que l'on présente là, il s'agit bien de la fiscalité sur les rachats, il ne s'agit pas de la fiscalité de la transmission. Donc fiscalité sur les rachats. La dernière grosse révolution que l'on avait eue, c'était la loi de finances 98. Et finalement, on s'était retrouvé dans une situation assez proche d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voulait faire un Big Bang fiscal. Et à un moment donné, la première question qui s'était posée, c'est qu'est-ce que l'on fait par rapport à la date de présentation du projet de loi de finances?
Et on voit bien, c'est peut-être un peu petit, non, ça va. On voit bien qu'à l'époque, les pouvoirs publics s'étaient également posé la question de alors qu'est-ce que l'on va faire à partir de la date de présentation du projet de loi de finances. Et voilà. Et effectivement, la fiscalité a varié dès la date de présentation du projet de loi de finances, qui était le 25 septembre 1997. Première chose. Et deuxième chose, la fiscalité a été légèrement adaptée à partir du 1er janvier 1998. Bon, ces détails passés. Quelle est la fiscalité qui s'applique du coup sur les rachats? Donc si j'ai un contrat qui a été souscrit avant 1983, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de fiscalité sur les rachats. Ça veut dire que je paye chaque année les prélèvements sociaux. La plupart des contrats souscrits avant 1983 étaient des contrats investis uniquement sur le fonds en euros de l'assureur. Donc chaque année, l'assureur a retenu des prélèvements sociaux au taux qui était en vigueur au moment où l'assureur a choisi de prélever. Alors les premiers taux de prélèvements sociaux, c'était 0,5%, je crois. Voilà, et puis au fur et à mesure, on est à 15,5, on va passer sur ces mêmes prélèvements sociaux à 17,2 à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc on est d'accord avec la réforme du prélèvement forfaitaire unique. Les antériorités ne sont pas concernées. Donc les contrats avant 83 restent exonérés. On est d'accord? Alors, à aujourd'hui, à nouveau, je vais prendre les pincettes qui concernent le fait que le projet de loi de finances est toujours en discussion. De ce que l'on entend aujourd'hui, c'est que les exonérations antérieures seraient conservées. En particulier, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 resteraient totalement exonérés. Pour autant, il appartient au législateur de modifier le projet de loi de finances et on n'est pas à l'abri que les contrats avant 1983 reviennent dans un champ d'application du prélèvement forfaitaire unique ou autre. Voilà. Mais bon, disons qu'à aujourd'hui, pour rassurer les gens, contrat avant 1983, pour l'instant, pas d'inquiétude, mais attention, on attend toujours le vote définitif de la loi de finances qui a lieu à toute fin du mois de décembre. Donc, monsieur, conservez bien votre contrat, faites pas de retrait pour l'instant. Tout va bien, c'est un bon contrat. Thomas, j'aurais peut-être qu'on aille un petit peu plus loin, parce qu'on parlait des prélèvements sociaux, comme le disait Gilles. Effectivement, les prélèvements sociaux, jusqu'à présent, étaient effectués au fil de l'eau, grosso modo. Donc, on faisait des retraits. Donc, sur les fonds en euros, c'est retiré chaque année au taux historique. Donc, on vous applique 15,5 quand c'est 15,5. On vous appliquait 0,5 à l'époque. On vous appliquera 17,2 bientôt. Pour les unités de compte, il y avait un calcul un peu compliqué à faire. Non? Exactement, puisque je crois que la réforme date de 2013. Ouais. Préalablement, les unités de compte n'étaient pas taxées au fil de l'eau, contrairement aux fonds en euros. Elles le sont depuis 2013. Ouais. Donc ça, c'est pour l'assurance vie. Oui. Mais on a vu que ce principe n'était pas vrai pour d'autres produits. Alors, c'est vrai, c'est le cas sur le PE, sur le PEA notamment. Le PEA, aujourd'hui, si vous avez un PEA de plus de 5 ans, ou de plus de 8 ans, on vous effectue les prélèvements sociaux à leur date historique, donc en fonction de la date d'obtention des gains. Donc vous avez les différentes phases d'augmentation des prélèvements sociaux. Alors, on vous applique 0,5 sur une partie, on vous applique 15,5 sur une autre, etc. Tout ça, ça va changer. On est bien d'accord? Effectivement, en l'état actuel des choses, il semblerait, je dis bien il semblerait, prenons des pincettes, car il existe un véritable vibriolisme fiscal en ces temps chahutés. Et il faut savoir que, pour l'heure, il semblerait que ce qu'on appelle les taux historiques, donc avec les paliers d'augmentation, soient supprimés au profit d'une taxation simple, unique, one-shot, pour l'instant de 17. Voilà, donc elle est simple en termes de lecture, mais elle est quand même particulièrement rude, parce que finalement, des produits que vous avez acquis sur une période où il n'y avait pas de prélèvements sociaux seront taxés à 17,2%. Donc c'est quand même un sérieux coup de frein à l'exonération globale de ces produits-là. Enfin, moi je le vois comme ça. Visiblement, Thomas, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? En fait, je suis totalement d'accord. Bon, nous sommes indignés par cette mesure. Mais encore une fois, je crois savoir, c'est dans les tuyaux, c'est peut-être off, qu'un amendement a été déposé visant à supprimer cette mesure. Bon, ça serait peut-être la bonne nouvelle. On vous tiendra au courant.
sur cette mesure qui est très technique, mais qui au final a quand même des impacts très importants sur le montant de la fiscalité. Donc on a fait un petit tour rapide de l'assurance vie. On va peut-être y revenir tout à l'heure, parce que entre le moment où Thomas a écrit ces slides et aujourd'hui, il y a déjà eu du changement. Je peux tout de même faire un point sur ces slides ou avec on plaisir. y revient après? Avec plaisir. Okay. En fait, moi j'ai 2 remarques sur cette nouvelle fiscalité. La première, c'est que nous considérons qu'il s'agit d'un choc majeur sur la fiscalité française. Pourquoi? Parce que notre histoire fiscale est simple. Il existe une pente qui est dégressive en fonction de la durée de détention d'un placement. C'est une règle. Je m'explique très simplement. Plus j'épargne court, plus je suis taxé, plus j'épargne long, moins je le suis. Or, avec cette flat tax, qui n'est pas unique, 30%, c'est la décomposition de 2 taxes. Or, cette flat tax, qui a pour volonté de simplifier la taxation des produits financiers, des placements mobiliers, a pour conséquence d'inverser totalement cette donne. Et c'est ce que tente de décrire ce slide que vous pouvez voir, puisque, regardez bien, si j'ai moins de 150 000 € de versement net de rachat, on va appeler ça l'encours, eh bien, comme nous l'a montré Gilles tout à l'heure, si je fais un retrait dans les 4 premières années, je suis taxé à 52,2%. Si je détiens plus de 150 000 €, donc je suis un épargnant plutôt aisé, eh bien, je serai moins taxé, je serai taxé à 30%. Et je trouve cela assez dommage. Et il faut souligner que nous, en tant qu'association d'épargnants, nous sommes manifestés auprès d'une instance qui fédère différentes associations d'épargnants. Et pas plus tard qu'avant-hier soir, un député de la majorité de La République En Marche a déposé à la Commission des finances de l'Assemblée nationale un amendement visant à supprimer cette injustice, puisque encore à prendre avec des pincettes, mais puisque le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, s'appliquerait peut-être dans la partie à gauche, c'est-à-dire pour les contrats de moins de 150 000 € d'encours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, en termes de justice fiscale. Dans cette révolution et en termes de justice fiscale. Parce qu'en réalité, il existe un problème sous-jacent, c'est la constitutionnalité de cette loi. Pourquoi? Parce qu'il existe encore une fois en droit fiscal français un principe tout simple, c'est l'équité du contribuable face à la puissance publique et à l'impôt. Et manifestement, et on le voit bien, là il y a une brèche qui est ouverte et qui, je pense, va être comblée. Voilà. Alors, je voudrais rebondir là-dessus et puis donc donner la parole à Laurent, parce que donc, tous ces produits financiers vont être taxés à 30%, prélèvements sociaux inclus. Très bien. Par contre, tout ce qui est issu de l'immobilier, a priori, échapperait. Alors, non, échapper, c'est pas le bon terme, parce qu'échapper, on a l'impression que c'est plutôt positif. Se retrouverait privé de cette possibilité, voilà, d'être taxé à 30%. Est-ce que, pour vous, spécialiste de l'immobilier, vous voyez ça comme une injustice ou au contraire, vous voyez ça comme une opportunité? Ma première réflexion par rapport à mes collègues qui font de l'assurance, c'est je vous plains, parce que c'est compliqué, c'est mouvant. En tout cas, nous, de point de vue de l'immobilier, ce qu'on constate par rapport à ces changements fiscaux depuis déjà 2 ans, alors je pense que la collecte est positive sur le marché de l'assurance vie au niveau global, et nous, ce que nous voyons depuis 2 ans, c'est des épargnants qui sortent de l'assurance vie, en fait, qui laissent en assurance vie la partie dédiée à la transmission de patrimoine, mais tout ce qu'ils avaient, enfin une partie de ce qu'ils avaient destiné à obtenir des revenus, ils viennent chercher du rendement chez nous, en immobilier. Ça, c'est un mouvement qu'on voit depuis 2 années, et en fait, ce qui a initié ce mouvement, c'est les fameuses lois Sapin, Sapin 1 et 2, où on a vu des épargnants venir vers nous en étant un peu inquiets, en disant voilà, est-ce qu'on pourra toujours disposer de nos capitaux? Voilà, ça a été un premier coup de butoir, on va dire, sur ce type de placement. On en a profité. Et puis, on va dire, le marché de l'immobilier étant global, ce qui en a beaucoup profité, on va dire, c'est les investissements de type Pinel, essentiellement, sur l'immobilier résidentiel. Mais avec des contraintes que vous connaissez, c'est le plafonnement des revenus des locataires,
et le plafonnement de déduction à 5 500 € maintenant du mètre carré. Donc ça veut dire un prix qui n'existe plus en région parisienne ou sur Paris. Enfin, ça existe encore en région parisienne, mais sur les grandes métropoles, on commence à atteindre des plafonds. Après, nous, notre fiscalité, elle va elle aussi changer. Bon, il y a le fameux IFI. Bon, en fait, si on veut voir ça d'un côté moins négatif, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. En fait, on ne va pas sortir de l'ISF au niveau de l'immobilier. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La partie immobilière va rester, puisque les barèmes devraient être les mêmes, inchangés. La base de taxation inchangée. Voilà, tout ce que vous avez lu comme moi, j'imagine, c'est que les choses ne changent pas. Le plafond, voilà, le seuil inchangé, 1 300 000 €. L'assiette, tous les biens immobiliers hors activité professionnelle. Apparemment, y compris SCPI et OPCI, dans le cadre fiscal de l'assurance vie aussi. C'est les premiers messages, en tout cas, que semble donner le législateur. Et toujours ce fameux abattement de 30% sur la résidence principale. Donc, ce n'est pas vraiment un alourdissement, si ce n'est la CSG qui va augmenter, mais là, pour tout le monde. Donc, voilà. C'est un décrochage, on va dire. C'est pas un alourdissement, c'est un décrochage dans la mesure où je suis bailleur, je vais continuer à être taxé comme je l'étais aujourd'hui. Je suis détenteur d'un patrimoine, ou d'un portefeuille d'actions. Je peux éventuellement bénéficier d'une fiscalité plus légère que celle dont je bénéficie aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas un bon signal pour les bailleurs entre guillemets classiques. Vous avez un appartement, vous le louez nu à un locataire. C'est vrai que c'est un alourdissement, enfin un alourdissement. C'est une direction donnée qui ne va pas vers un allègement en tout cas. Après, il y a eu d'autres éléments qui nous semblent normaux, enfin qui sont intéressants. C'est le resserrement de Pinel, puisqu'il supprimerait les zones C, qui sont les zones les moins tendues en termes de demande locative, et les zones B2, alors il mettrait une année, donc ce serait 2019, a priori, une année de transition. Nous, ça nous semble une mesure de bon sens, parce que pour certains épargnants, des dispositifs fiscaux précédents ont été extrêmement douloureux, des gens ont investi dans des zones où il n'y avait pas de demande locative. Donc c'est très problématique. Et ensuite, il y a un autre domaine, alors moi, celui sur lequel je suis, qui est pas touché. Alors, j'ai écouté avec attention le législateur, enfin, les gens qui nous gouvernent. Nous sommes, semble-t-il, dans l'angle mort, ce qu'ils ont appelé l'angle mort, c'est-à-dire ils n'ont pas vu. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Donc ils n'ont pas vu quoi? Bon, ils n'ont pas vu, ça fait rigoler tout le monde, hein, l'histoire des bateaux, des voitures de luxe, etc. Je crois qu'il y a moins de 100, il y a même moins de 50 bateaux. Moins de 50, ouais. Donc voilà, c'est vraiment... je pense qu'il y a des gens qui vont scier le maître de bateau dans les ports pour passer en dessous. Enfin, des choses un peu aberrantes. Mais ils n'ont pas vu, par exemple, le LMNP. Donc le gouvernement annonce... La location meublée non professionnelle. La location meublée non professionnelle. Le gouvernement annonce on voudrait construire 80 000 logements pour les étudiants, et c'est vrai que c'est un vrai besoin, hein. Tous les ans, il y a plus d'étudiants qui cherchent un logement. L'État ne fait pas du tout face à cette demande. Et nous, en tant qu'opérateurs privés, on s'étonne de voir disparaître le Censi Bouvard à la fin de l'année, qui permettait d'investir sur ce type d'immobilier, de biens immobiliers, c'est-à-dire les résidences étudiantes, les résidences seniors, et alors plus déjà sur l'hôtellerie. L'hôtellerie ne bénéficiait plus de ce cadre fiscal. Mais finalement, les deux secteurs où il va y avoir le plus de demandes pour des raisons démographiques et de besoins, oui. Et de besoins, oui, de besoins, c'est-à-dire l'étudiant et le senior, on zappe, on oublie, on est dans l'angle mort. Ouais. Bon, c'est intéressant. Alors là aussi, on nous dit, mais avec des pincettes, que comme ils n'ont pas vu, il y aurait des amendements qui seraient déposés pour corriger ça. Donc ça voudrait dire que Censi Bouvard pourrait, au conditionnel, être prorogé. On attend. Est-ce que vous avez des lobbies aussi forts que ceux de nos amis assureurs? On est très prudent parce qu'on a des lobbies. Je ne suis pas assureur. Oui, assureur, distributeur, je suis d'accord. Non, on est très prudent parce qu'on se dit, bon, si on fait du lobbying trop fort sur ça, ils vont nous supprimer autre chose. Vous voyez, à la limite, on aimerait qu'ils nous oublient complètement, quoi, qu'on ait 4 années pour travailler tranquillement, sereinement. Mais nous, le statut, enfin le Censi Bouvard n'est pas réellement un enjeu pour nous. C'est 15 à 20% de nos ventes. En revanche, ce qu'on voudrait qu'il soit préservé, et ça devrait être le cas, c'est le statut du loueur meublé non professionnel. Pour faire très simple, le 425 que vous avez vu là tout à l'heure, si vous n'êtes pas assujetti à l'ISF, c'est pour vous, c'est dans votre poche, c'est net d'impôt.
Pourquoi? Parce que vous amortissez 85% de la valeur du bien sur vos revenus. Donc même si vous achetez cash, ça veut dire que pendant 20 ans, vous ne payez pas d'impôts, ni de prélèvements sociaux. Alors, voilà. Si vous êtes dans une tranche à 30, voilà, c'est 47,2% d'impôts que vous ne payez pas. Donc ça veut dire que finalement le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, la flat tax, vous en fichez totalement. Ah nous, on s'en fiche complètement. On pense que ça n'aura pas d'impact sur nous. Bon, Pinel continue. Bon, notre concurrence, en définitive, c'est plutôt Pinel. Bon, qui est resserré, ça nous va très bien. On se demande même, on s'interroge savoir si on ne va pas nous faire du Pinel d'une manière un peu particulière. C'est du Pinel géré. Hein, pour faire, si vous voulez des renseignements, on a un stand. Mais on n'en parle pas trop encore en termes de développement produit. Mais en gros, pour nous, c'est voilà, 80% du volant d'affaires que nous faisons aujourd'hui n'est pas concerné par les nouvelles, à part qu'on ne sort pas de l'ISF, si vous y êtes. Mais bon, je pense que dans cette salle, je vous souhaite d'être tous à l'ISF finalement, mais je pense que vous n'y êtes pas tous. Voilà. Ok, bon, on va rester un moment sur cette fameuse impôt sur la fortune immobilière. Je voudrais me tourner vers Gilles, parce que vous avez évoqué un point qui est assez intéressant, enfin, à creuser, c'est celui du fait que tous les biens immobiliers vont être intégrés dans cette IFI, y compris la pierre papier. Donc si vous détenez des SCPI, des OPCI en direct, par exemple, ça sera dans l'IFI. Mais ça sera également le cas si c'est dans l'assurance vie. On est d'accord. Vous avez proposé des supports immobiliers dans votre contrat. Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de donner l'information soit au fisc, soit à vos clients pour dire pensez bien à déclarer 3,5% de votre capital parce que c'est représentatif d'immobilier. Et encore, dans les OPCI, on sait qu'il n'y a pas que d'immobilier, il y a aussi des liquidités. Comment vous faites le tri dans tout ça? Comment vous allez faire le tri? Alors, la première chose, je pense que c'est qui va faire le tri, c'est les assureurs. Les assureurs vont faire le tri et selon des critères qui sont à nouveau pas encore tout à fait définis. On sait que la part de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie investis dans des OPCI et des SCPI devrait faire l'objet d'une déclaration au titre de l'IFI. Maintenant, pour ce qui est des OPCVM investis partiellement en immobilier, par exemple, le sujet n'a pas encore été traité complètement, donc on ne sait pas. Mais bon, disons qu'on sait qu'une part de la valeur des rachats des contrats d'assurance vie devra être déclarée au titre de l'IFI. Alors, comment font les assureurs pour vous transmettre cette information? Je dirais à peu près de la même manière que celle qu'ils utilisent pour vous transmettre l'information de la valeur de rachat de vos contrats d'assurance vie. Sera probablement le relevé de situation que vous recevez annuellement pour ceux qui reçoivent des relevés de situation le 31 décembre et pour ceux qui reçoivent des relevés de situation à une date autre que le 31 décembre, votre assureur en général vous fait un courrier pour vous indiquer néanmoins la valeur de rachat de vos contrats d'assurance vie au 31 décembre. Donc je dirais que d'un point de vue information de l'assuré, l'information passera sans doute par le relevé de situation annuel ou tout autre document que vous recevez annuellement afin de déclarer la valeur de rachat de vos contrats d'assurance vie au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Maintenant, comment l'assureur informe le fisc? Alors ça, à nouveau, c'est plutôt une question où il y a plusieurs possibilités de réponse, où on n'a pas encore les détails. Sachant que les détails de ce genre de choses sont publiés dans ce qu'on appelle le BOFIP, le Bulletin officiel des finances publiques. Et autant dire qu'à partir du moment où la loi sera votée, tout le monde regardera tous les matins dans le BOFIP pour savoir si l'administration fiscale a finalement retenu une position. Donc toujours est-il que pour la valeur de rachat des contrats d'assurance vie au 31 décembre de l'année 2017, il y aura certainement un petit peu d'effervescence sur la manière que les assureurs auront de communiquer à l'administration fiscale les valeurs de rachat. Donc du coup, il y a deux moyens possibles finalement. Les assureurs communiquent avec l'administration fiscale à deux titres. D'une part, ils envoient ce qu'on appelle l'IFU, qui est un fichier informatique qui est utilisé actuellement par les assureurs pour déclarer les rachats. Tous les rachats que vous faites, en particulier ceux au-delà de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 € ou de 9 200 sur les plus-values rachetées durant l'année. Donc les assureurs envoient les informations relatives à ces rachats. Donc on pourrait imaginer du coup que le fichier informatique IFU
servent également à l'assureur à communiquer à l'administration fiscale cette information. Une autre possibilité, c'est un fichier qui a été mis en place il y a 3 ou 4 ans, je crois, hein, qui s'appelle Ficovi, et dans lequel l'assureur communique à l'administration fiscale, mais à l'origine pas pour des motifs de fiscalisation de l'ISF, communique la valeur des rachats, des contrats d'assurance vie que vous possédez. Voilà, donc je dirais, pour vous, ce serait assez simple, puisque finalement vous déclarez déjà l'ISF, ce sera une modalité différente, et pour les assureurs, ce sera probablement un peu plus compliqué en termes d'échange de fichiers informatiques, mais bon, je dirais, ils y arriveront. Thomas, aujourd'hui, dans l'ensemble des contrats que vous proposez, vous n'avez pas de support immobilier? Vous en avez un peu? Nous en avons un petit peu, oui. Vous étiez, il me semble, hein, en phase de réflexion pour en faire de nouvelles. Ces mesures-là, elles vont freiner vos réflexions? Comment ça se passe? Non, ce type de mesure ne va pas nous freiner dans cette demande qui est forte de la part de nos adhérents de bénéficier de supports immobiliers de bonne qualité au travers d'une SCPI dédiée à notre association ASAC. Donc je ne pense pas. En revanche, pour rebondir sur ce que disait Gilles, encore une fois, hein, sous une volonté de simplifier les choses, on s'aperçoit ce matin que le législateur, en tout cas que l'exécutif, est en train de complexifier considérablement les choses. Parce que transpariser le contrat en regardant ligne à ligne les OPCVM qui comptent de l'immobilier et le déclarer au titre de l'IFI, vous imaginez la difficulté. Alors certes, les assureurs ont un grand pouvoir sur leur système d'information, ils en ont peut-être les moyens, mais soyons raisonnables, et je pense que, encore une fois, ce type de mesure sort tout droit de cerveau bien fait à Bercy, mais n'est pas du tout applicable, ouais, très clairement. Laurent, vous êtes en contact aussi direct avec votre clientèle, vous la rencontrez à peu près tous les jours. Depuis qu'il y a eu ces annonces, hein, du fait que tout le patrimoine non immobilier serait sorti de la taxation et finalement concentré uniquement sur l'immobilier, est-ce que des gens sont venus vous voir en disant mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je vende mon immobilier, que je réalloue ça vers des supports financiers exonérés, ou alors au contraire, est-ce qu'ils ont une confiance absolue dans l'immobilier et qu'ils se disent peu importe, je reste investi? Au contraire, ils ont des valeurs mobilières qui sortent, donc ils peuvent refaire de l'immobilier. Non, on a un peu plus sérieusement, on a un peu toutes les réactions. On a des gens qui se dépêchent avant la fin de l'année pour faire, là il est presque trop tard maintenant, mais pour bénéficier de Censi Bouvard. Et puis non, enfin, pour l'instant on n'a pas vu de mouvement, les gens sont comme nous, ils attendent vraiment de voir les décrets d'application, comment ça va se passer, etc. Après, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, parce que cette histoire on a vu dans les vrais chiffres que cette histoire d'exonération des produits financiers d'ISF, ça concernait en fait beaucoup des très gros portefeuilles. C'est des très très gros patrimoines qui étaient investis, qui sont investis sur des classes d'actifs financiers. Donc c'est, bon, ne parlons pas de cadeaux, parce que s'il y a un cadeau quelque part, c'est sur ces très gros portefeuilles. La majorité des épargnants sont diversifiés. Il y a de l'assurance vie, de l'immobilier, etc. Bon, c'est du bon sens. Après, c'est vrai que c'est facile de taxer l'immobilier, parce que l'immobilier, ça ne peut pas passer les frontières. C'est là, on ne va pas pouvoir déménager les immeubles. Donc ça a toujours été le réflexe des gouvernants. Mais vous verrez, si ça provoque des réactions trop fortes, trop négatives, si ça met un coup d'arrêt sur l'immobilier, ça sera comme il y a 5-6 ans, quand il y a eu la nouvelle majorité au pouvoir. Pendant un an, ils ont fait la loi du flot. Nous, dans le milieu, on l'avait baptisé la loi du flop. Parce que voilà, ça a arrêté l'immobilier. Et puis au bout de 2 ans, 1 an déjà, dans les ministères, ils appelaient les professionnels immobiliers, ils disaient bon, on est allé trop loin, on fait quoi? Et donc c'est là qu'ils ont sorti Pinel. Donc voilà, c'est des espèces de mouvements de balancier. Nous, ce qu'on demande, hein, je pense que mes confrères de l'assurance vie diront dans le même sens, c'est de la stabilité. C'est qu'on arrête à chaque fois de triturer la fiscalité, etc. Donner un cadre fiscal pérenne, voilà, qui soit respectueux effectivement de la durée d'investissement. On se moque des gens, on dit voilà, vous investissez court et vous êtes taxé, vous avez moins de 150 000 euros, vous êtes taxé plus fort que quelqu'un qui a plus de 150 000 euros. C'est complètement anormal, effectivement, et ça ne résistera pas à un examen
voilà, plus profonde de ce genre de dispositif. Après, nous, on est assez serein. Les épargnants cherchent avant tout de la sécurité, du rendement, et effectivement, la fiscalité doit rester la cerise sur le gâteau et rien d'autre. Est-ce que d'ici la fin de l'année, on a encore des choses à faire, des arbitrages, des réallocations, des réorientations pour essayer d'optimiser un peu tout ça, essayer de passer entre les mailles du filet, ou on peut considérer que c'est déjà trop tard? Alors pour l'assurance vie, on le sait, la date c'est le 27 septembre que s'applique la nouvelle réforme. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même quelques petites astuces? Une astuce très simple, c'est que ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est que tous les versements postérieurs au 27 septembre 2017 seront assujettis éventuellement à la flat tax dès lors que l'on est sur un cumul de versements supérieur à 150 000 euros. Bon. Si vous êtes dans ce cas, le conseil serait d'ouvrir un nouveau contrat plutôt que de faire un versement sur le contrat existant. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Ça ne va pas minorer la taxation, mais en tout cas, ça vous donne une lisibilité bien meilleure lorsque vous désirerez plus tard faire un rachat. Parce que vous aurez cette option entre le contrat qui n'a pas été impacté par la nouvelle fiscalité et le contrat assujetti à cette fameuse taxation unique. Voilà. Un conseil. Gilles? Je suis totalement d'accord avec Thomas. Effectivement, dans le cas où on a des contrats récents, entre reverser sur un contrat récent ou reverser sur un nouveau contrat post-27 septembre, il est sans doute plus intéressant, et je dirais qu'importe l'évolution de la loi de finances dans le tunnel que l'on entrevoit, il est probablement plus intéressant d'ouvrir un nouveau contrat. Alors c'est un peu moins, il faut regarder d'un peu plus près quand on dispose de contrats plus anciens. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et je dirais que pour les détails, j'anime un atelier à 13h15 sur les opportunités d'évolution de la fiscalité assurance vie. Donc je rentrerai un peu plus dans le détail à cette occasion-là. Vous avez le sens du teasing. Laurent, en immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire? On attend? Non, surtout pas. On réinvestit? Non, il faut surtout pas reporter ce projet. Nous, ce qu'on sait, c'est que la grosse partie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le statut du loueur en meublé non professionnel ne changera pas. Donc là, il n'y a pas de raison de reporter ces projets. Les taux d'intérêt restent, pour les gens qui font des acquisitions à crédit, quand même extrêmement attractifs, hein, toujours. Je crois que même il y a une légère baisse très récemment. Donc voilà, le marché reste ce qu'il est. Après, la fiscalité, voilà, ça ne sort pas de l'ISF. Mais comme on ne peut pas liquider son patrimoine immobilier en 2 mois ou 3 mois, c'est assez compliqué. Ou alors au risque de perdre beaucoup d'argent. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre les éclaircissements. Et surtout, voilà, ça ne sert à rien de reporter des projets. Bon, c'était un premier panorama sur l'ensemble des réformes. Bien entendu, tout ça va encore évoluer d'ici la fin de l'année. La loi va être votée dans le milieu du mois de décembre. Elle va passer le filtre du Conseil constitutionnel d'ici la fin de l'année. On verra ce qui a été retoqué, ce qui ne l'est pas. Et on verra en janvier, on y verra vraiment beaucoup plus clair. Enfin, presque, parce qu'après, il y aura les différents commentaires des services fiscaux qui expliqueront dans le détail comment procéder. Mais bon, vous avez déjà une première vision globale de ces réformes. On a réussi à tenir en 3 quarts d'heure cette présentation. Maintenant, c'est à vous, si vous avez des questions, de venir enrichir ce débat. Donc, qui a envie de poser la première question? Alors, j'ai en bas et en haut. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en levant très fort la main. Voilà, il y a déjà un premier monsieur au premier rang. On va venir vous apporter un micro. Je pense, je ne vois pas les... si, voilà. Là, au premier rang. Vous avez présenté tout à l'heure la fiscalité en cas de retrait, les modifications de la fiscalité en cas de retrait. Vous n'avez pas parlé de ce qui se passe en cas de décès. C'est-à-dire, alors vous en parlerez peut-être tout à l'heure dans votre atelier, je ne sais pas si c'est peut-être prématuré.
Qui veut répondre, Thomas? C'est une excellente remarque, merci beaucoup messieurs. Et effectivement, il est à noter que la fiscalité en cas de décès n'a pas été impactée par la fameuse flat tax qui ne touche que donc les retraits justement, les produits sur les retraits. La fiscalité en cas de décès est une particularité importante en assurance vie car elle vous permet en fait de donner à chaque bénéficiaire hors droit de succession jusqu'à 152 500 €. Donc c'est particulièrement avantageux et ça reste, n'est-ce pas Gilles? Oui, tout à fait. Et on peut rajouter qu'en cas de décès, au-delà de la fiscalité de la transmission, les prélèvements sociaux s'appliquent. Donc ils ont été retenus au fur et à mesure, mais ils s'appliquent également au moment du décès, en particulier pour les valeurs des unités de compte. Oui, et le 30 500 ne change pas non plus pour les versements postérieurs à 70 ans. Ils sont pris en compte uniquement pour la valeur des versements et les plus-values en revanche sont exonérées. Ceci dit, vous avez raison, on n'est pas à l'abri d'une modification, mais enfin en tout cas pour l'instant, si j'ai bien compris, elle n'est pas à l'ordre du jour. Pas du tout, à aucun moment le sujet n'a été abordé. Voilà, là monsieur. Merci. Ça fonctionne? Oui. Concrètement, pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas en détail Résidétudes, des personnes qui désirent placer donc leur argent, en quoi ça consiste? Ce sont des parts, c'est pas des actions, je suppose. Donc concrètement, comment ça se présente? Quelle est la valeur de la part? Comment on peut la contrôler, la vérifier, enfin, etc. Voilà, merci. C'est une très bonne question. Concrètement, vous achetez un appartement. Les prix, ça s'échelonne de 55 000 € à 300 400 000 €. Donc je suis vraiment propriétaire d'un appartement. Oui, vous achetez, vous passez, vous signez chez le notaire un acte authentique. Alors, on a packagé les produits de façon à ce qu'on s'occupe de tout. Vous percevez un loyer tous les trimestres. Vous vous occupez de rien. Le locataire, c'est nous. Donc c'est Résidétudes qui vous verse les loyers. Et c'est garanti sur toute la durée du bail. Les baux ont une durée de 9 ans et sont renouvelables par tacite reconduction. On a un stand en bas, s'il y aura des gens qui se feront un plaisir de vous répondre. J'ai vu plein de mains qui se lèvent. Voilà, monsieur au premier rang, après il y a monsieur au troisième rang. Oui, c'est une question concernant l'assurance vie. Bon, vous avez une assurance vie, vous avez acquis des intérêts au fil du temps. Moi, j'avais cru comprendre que ces intérêts acquis avant la fameuse date là, du 22 septembre, là, en fait, ne seraient pas soumis à la flat tax de 30%. Parce qu'en fait, vous avez un plan de plus de 8 ans. Vous avez des intérêts dessus. Vous faites un retrait partiel. Bon, vous payez toujours la CSG. Et après, vous avez le choix, enfin, on avait le choix avant, soit de payer les 7,5% de prélèvement ou de l'incorporer dans ses revenus. C'est une remarque absolument cruciale. Vous avez raison de mettre le doigt sur ce point. En réalité, il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de rétroactivité de la mesure. Hein, ça, c'est un point fort. Ça veut dire que tous les versements qui ont été effectués avant le 27 septembre et qui ont produit des intérêts, lors du retrait, seront assujettis à la taxation au-delà de 8 ans à 7,5%. En fait, il y a un split, si je puis dire, entre cette portion-là à 7,5% et tout ce qui aura été produit après la date d'entrée en vigueur de la loi, et cela sera pris à 30%. D'accord, donc c'est bien ce que je viens de dire qui va être appliqué. C'est tout à fait ça. Mais on aura toujours la possibilité de le mettre dans ces revenus. Dans l'impôt sur les revenus. Vous avez tout à fait la liberté d'opter pour l'IR. Moi, mon cas, j'ai défiscalisé avec des appartements. Voilà, donc, en fait, à la limite, je ne paye pas d'impôt. Donc j'ai intérêt. Donc, dans votre cas, vous avez intérêt à opter pour l'impôt sur le revenu. Moi, je le mets dans mes revenus quand je vends. Bon, ça ne va pas toujours durer, mais pour l'instant, je fais comme ça. Attendez, on va vous donner un micro. Bougez pas parce que sinon on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi de vous interrompre. J'ai cru lire que votre analyse est exacte si les contrats cumulés sont inférieurs à 150 000 € et que si les contrats détenus par une personne étaient supérieurs à 150 000 €, ce que vous venez de dire ne s'appliquait pas et que
donc la fiscalité avantageuse n'était plus applicable, y compris sur des contrats supérieurs à 8 ans, ce qui est aussi anticonstitutionnel. Alors en fait, comment ça va fonctionner en pratique? En pratique, Bon courage. En pratique, chaque 31 décembre, le fisc va récupérer l'information de quelle est la valeur des versements que vous avez opérés sur l'ensemble de vos contrats d'assurance postérieurement au 27 septembre 2017. Okay, et donc la fiscalité s'appliquera d'une manière ou de l'autre uniquement en fonction de ces versements postérieurs au 27 septembre. Donc à aujourd'hui, vous avez un contrat avec 200 000 euros dessus, par exemple, que vous avez versé. Vous ne faites pas avant le 27. Avant le 27 septembre. Vous ne faites pas de versement complémentaire. Vous n'arriverez jamais dans le champ des versements supérieurs à 150 000 euros, parce qu'on ne compte dedans que les versements postérieurs au 27 septembre 2017. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même vous y seriez, sont uniquement concernés par la mesure les encours générés par ces versements supérieurs à 150 000 euros. On voit le cas de plus de 8 ans où on voit un 30% là, dans le transparent là, que vous avez sous les yeux. Ces 30% là ne concernent que la valeur de rachat issue des primes postérieures au 27 septembre, mais encore plus précisément uniquement les primes supérieures à 150 000 euros. Donc là, on arrive finalement sur une mesure qui s'applique sur un bout de prime, sur un bout de valeur de rachat, sur des primes que vous n'avez pas encore versées, et encore uniquement c'est les primes qui dépassent 150 000 euros. Donc du coup, le champ d'application, finalement, quand on y regarde de plus près, est quand même très restreint. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Laurent, ça vous fait rire, mais vous avez raison, parce qu'en fait, ça devient un millefeuille à peu près inextricable. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour répondre très précisément également à madame, et si je peux me permettre de compléter, c'est vrai que ça s'applique, tu l'as peut-être dit, mais à tous les contrats confondus, quel que soit l'assureur. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'applique à l'ensemble des contrats détenus. Exactement, c'est la valeur de rachat de tous les contrats non assurés au 31 décembre qui va déterminer la fiscalité qui s'appliquera durant l'année à venir. Donc on est d'accord, tout ce qui a été versé avant le 27 septembre, c'est pas concerné par le PFU. C'est complètement hors champ de la mesure. C'est hors champ, donc c'est la fiscalité antérieure qui s'applique. Et pour ce qui a été versé après le 27 septembre, on va s'intéresser qu'à la fraction qui a fait porter votre capital à plus de 150 000 euros. C'est ça? Exactement ça. Bon, on essaiera de faire des tableaux, tout ça, on vous expliquera. En haut, c'est ça? En haut, il doit y avoir quelqu'un. Oui, allez, vous avez un micro? Non, pas de micro. Bon, je vais revenir en haut après. Donc en bas, voilà. Monsieur qui lève la main à côté de notre hôtesse. Oui, merci. Vous indiquez 150 000 euros en limite. Il s'agit bien 150 000 euros pour une personne, mais pour un couple. On avait bien parlé de 300 000 euros. Oui, 300 000 euros, tout à fait. Madame. Et quand il s'agit d'un contrat en coadhésion, c'est la même chose? Personne n'a envie de répondre là. Si les coadhérents font partie d'un couple, ils sont imposés de manière commune et donc on parle bien de 300 000 euros. Là, on est vraiment dans le détail du détail. Je pense que toutes ces explications, elles seront commentées aussi par l'administration. Il y a monsieur ici. Si, en haut? En haut? Oui, allez-y, monsieur en haut. Vous m'entendez là? Oui. Oui, en ce qui concerne le nouvel impôt LIFI, il y a une innovation par rapport à ce qui existait précédemment sur des biens démembrés. Vous n'avez pas parlé, mais il semblerait que dans le nouvel IFI, chaque partie donc, qui détient ou la nue propriété ou l'usufruit serait imposé pour sa quote-part, alors qu'aujourd'hui, seul l'usufruitier devait inclure le bien dans sa déclaration d'ISF. C'est un article qui a été rajouté, donc je crois que c'est hier ou cette nuit, concernant les biens en rentrant dans la définition de l'IFI. Vous me l'apprenez, cette nuit, je n'étais pas sur les écrans. Ça me semble un peu étonnant, mais si vous l'avez vu, voilà, parce que c'est vrai que ça remet quand même complètement en question
ce domaine-là, voilà. C'est carrément une remise en question. Là, si c'est effectivement ce genre de choses qui s'appliquent, ça va devenir compliqué de faire du démembrement. Même position, hein. Moi j'ai rien entendu à ce sujet, mais on va... Dès tout à l'heure, quand je rentrerai à la rédaction, je vais mettre les journées sur le coup. Et peut-être qu'on essaiera de vous apporter une réponse, mais par le biais du papier, hein, bien entendu, par le biais du journal. En haut encore, non, il y a des questions. Oui, il y a un monsieur qui est à côté, sur ma gauche. Oui, bonjour, je reviens sur les 150 000 € pour l'assurance vie. Quelqu'un qui a des contrats pour plus de 150 000 € avant le 27 septembre, il met sur un nouveau contrat, mettons 10 000 € après le 27 septembre. Est-ce que le fait de mettre les 10 000 € sur un nouveau contrat après le 27 septembre fait rentrer l'ensemble de ces primes précédentes dans la flat tax? Excellente question, merci. Alors, je vais répondre, pardonnez-moi, je vais essayer de répondre très simplement. À votre question, je dis non. En fait, seule la portion des 10 000 € qui va générer des intérêts sera assujettie à la flat tax, mais pas l'ensemble du contrat. Enfin, même si c'est sur 2 contrats, seuls les 10 000 € qui vont générer des intérêts seront donc fiscalisés à cette nouvelle taxation. Mais moi je rebondis sur la question. Ceci dit, j'ai plus de 200 000 € sur un vieux contrat souscrit avant le 27 septembre. J'ai certainement pas intérêt à faire des mouvements entre mon vieux contrat et un nouveau contrat. Si j'ai bien compris. Non, mais j'ai 200 000 € sur un contrat très récent souscrit avant le 27 septembre. Je pourrais éventuellement avoir intérêt à faire un aller-retour. Mais je pense que là-dessus, l'administration fiscale sera vigilante et je suis sûr qu'il y aura un certain nombre de paragraphes dans le BOFIP pour empêcher ce genre d'aller-retour avantageux pour l'assuré. Mais pour autant, à aujourd'hui, on n'a pas les informations. En théorie, quand on voit le projet de loi tel qu'il est ficelé, on se pose légitimement la question de savoir sur un contrat récent s'il ne serait pas judicieux de faire un aller-retour pour rentrer dans le périmètre de la flat tax pour les contrats de moins de 8 ans. Voilà. Maintenant, des amendements étant déposés récemment pour éventuellement faire passer les boîtes vertes 30% également sur la colonne des moins de 150 000 €. Du coup, ça rendrait un peu plus juste la mesure, mais elle conserverait un intérêt finalement. Et lisible et simple. Enfin, plus simple. Et lisible et simple en plus, ouais. Absolument. Oui. Juste une question concernant l'alternative, si j'ai bien compris, qui est laissée dans le projet de loi entre le choix pour le PFU et l'option pour le barème progressif. Le barème progressif, en l'état actuel des choses, permet le maintien de l'abattement de 40% en matière de dividendes, d'une part, sauf erreur de ma part, et aussi, pour ce qui concerne les actions acquises avant 2018, clause de sauvegarde pour durée de détention. Ces deux avantages, les 40% d'une part et la clause de sauvegarde, disparaissent avec le PFU. Et donc, quel est le profil finalement de la personne intéressée par l'option pour le barème progressif dans le contexte de la loi? Personne ne veut répondre. J'ai quelques idées, mais je ne me sens pas légitime. Je préfère que vous répondiez si vous voulez. Je suis encore moins légitime que vous. Alors. Vous avez raison sur un point, c'est que, mais ça c'est traditionnel, hein, dès qu'on met en place un prélèvement forfaitaire, on supprime tous les éléments correcteurs qui servaient au calcul de l'assiette dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Ceci dit, enfin, une fois posé cela, après c'est vraiment du calcul. Tout dépend de votre tranche d'imposition, tout dépend de la durée de détention de vos titres. Très honnêtement, je ne me sens pas non plus légitime pour le faire. Ceci dit, moi, ça me donne une idée de papier qu'on fera dans le prochain numéro. On essaiera peut-être de faire par profil qui a intérêt, dans le cadre d'une détention de titres, à conserver son option sur l'impôt sur le revenu et qui a intérêt au PFU. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence en la matière,
Parce que là, ça va concerner les revenus qui seront générés l'an prochain et qui seront taxés donc l'année suivante. Donc vous avez encore un an pour faire vos options et on vous guidera là-dessus. Mais laissez-nous le temps d'y réfléchir aussi. Voilà. Monsieur, non, à droite d'abord. Bon, donc après le monsieur à droite. Bien, messieurs, bonjour à tous. Ma question porte plutôt sur l'assurance vie. Je voudrais savoir, messieurs, sur les différents placements d'assurance vie que vous proposez, comment est formé votre capital? Est-ce que vous êtes sous forme de SICAV ou de fonds communs de placement? Comment investissez-vous? Est-ce que vous investissez plutôt sur la Bourse France, plutôt sur la bourse étrangère, plutôt sur d'autres SICAV ou OPCVM? Donc ça, c'est ma première question. Et ce qui en découle, est-ce que vous avez certains contrats où il y aurait moins de risques, puisqu'il y a toujours un risque dans ce genre de placement, bien sûr, qui aurait moins de risques, donc on va dire un placement, comme on dit, plus pépère, entre guillemets, et qui permettrait au moment de la souscription d'avoir soit un taux connu d'avance, soit un taux garanti, soit un taux minimum garanti. Allez, à vous deux. Je commence. Par votre question, j'entends, vous posez la question de la composition du fonds en euros? Oui, d'accord, très bien. Donc le fonds en euros est très majoritairement investi en obligations. Chez nous, nous avons un fonds, enfin nous avons plusieurs fonds en euros, puisque nous travaillons avec différentes compagnies. Et notre particularité est d'avoir créé des fonds dits cantonnés, c'est-à-dire qui sont exclusifs, qui appartiennent exclusivement à la communauté de nos adhérents et des assurés de l'assureur, et qui sont étanches et cloisonnés par rapport à l'actif général. Ça veut dire que nous avons cette capacité de visionner les choses dans le cadre de comités trimestriels. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons une vision affinée des choses. Tout cela pour dire qu'à 90%, nous avons des obligations. Dans ces obligations, vous avez la moitié, plus de la moitié, une grosse moitié, qui sont des obligations souveraines, donc des obligations d'État, des dettes émises par des États, principalement français et européens ensuite. Une autre part de ces obligations est composée d'obligations d'entreprise. Alors là, c'est intéressant, et ces dernières années, nous avons renforcé nos positions dans les obligations d'entreprise, puisque ça permet d'aller chercher un surcroît de rendement dans la mesure où les obligations d'État sont particulièrement faibles. Comme vous le savez, on est dans un environnement de taux historiquement bas, et on n'en sortirait pas tout de suite, je pense. Derrière cela, vous avez une poche de diversification qui est composée d'actions, comme vous dites, donc soit des OPCVM, soit des titres en direct. Et cette poche est comprise entre 9 et 4% selon nos fonds. Voilà. Donc une division du risque, et ce qu'on recherche avant tout dans le fonds en euros, et vous le savez bien parce que vous êtes majoritairement investi sur les fonds en euros, c'est la parfaite sécurité, grâce à un effet de cliquet. Et ce qu'on recherche, c'est du rendement dans le temps. Donc il est hors de question de voir un fonds en euros comme un instrument pour un assureur qui va permettre d'aller faire du trading et de boursicoter, même sur la poche à action. Ça peut se faire sur la poche à action, mais ce n'est pas la vocation première. Ce que nous cherchons avant tout, c'est la sécurité et la pérennité du rendement. Alors, pour répondre à votre deuxième question, effectivement, non, nous n'avons pas de contrat de cette nature. Gilles ? Pareil. Alors, non, pas du tout. Nous, on a des taux garantis, en fait. On propose un taux garanti de 0%. Donc effectivement, ça a beaucoup de succès, je crois. Hein. Et ça marche très très bien. Alors en fait, quand j'ai entendu votre question, je l'ai pas pris que dans un premier temps comme une question sur le fonds en euros. Et je m'étais dit, tiens, au fait, moi personnellement, comment suis-je investi? Qui est une question intéressante du coup. Et effectivement, moi, si je regarde mon profil, et finalement, c'est comme ça qu'on raisonne chez nous. Finalement, quand on a un épargnant en face de nous, on veut savoir quelle est sa sensibilité au risque, quelle est la part de ses fonds dont il veut pouvoir disposer intégralement immédiatement, ou plutôt dans les 4 prochaines années, ou plutôt un investissement de long terme, ou plutôt un investissement de transmission. Et dans ce cas-là, effectivement, on a tendance, du coup, à l'issue de cette investigation, à dire à la personne qu'on a en face de nous, vous avez plutôt un profil effectivement prudent,
et auquel cas on va conseiller d'investir à 80% par exemple ou 90% en fonds en euros, qui est un fonds du coup qui est garanti mais avec un taux relativement modeste, j'en conviens. Et en revanche, on va conseiller d'investir finalement en unité de compte, donc sur une part qui est non garantie, les 20 autres %. Voilà. Moi typiquement, je suis plutôt relativement jeune, j'ai pas forcément besoin de liquidité à très court terme, et quand je regarde mon portefeuille, je suis investi aujourd'hui à 40% en fonds en euros et 60% en unité de compte. Voilà, ça c'est mon propre profil si vous voulez. Donc maintenant, pour répondre sur la question de la composition des fonds en euros, qui est quand même une question intéressante, au-delà de ça, donc le fonds en euros, il a un gros intérêt pour l'épargnant, c'est qu'il a cet effet cliquet dont parle Thomas. Ensuite, sur les fonds en euros que l'on propose, on a différents. Si on prend le fonds en euros de Generali, il propose 2 fonds en euros. Fonds en euros classique, donc il va être investi majoritairement en obligations d'État et obligations d'entreprise. Mais il propose également un fonds en euros à dominante immobilière qui est intéressant dans la mesure où il permet de donner un rendement supérieur à aujourd'hui, avec toujours cette notion de capital garanti. Fonds en euros de Swiss Life et un fonds en euros qui est un peu intermédiaire entre les deux, qui historiquement est relativement investi en immobilier, un peu plus que la moyenne des fonds en euros des assureurs. Et le fonds en euros affaires, j'en parle pas spécialement, mais en tout cas les performances parlent d'elles-mêmes, puisque c'est un fonds en euros qui associatif, un peu comme toi, et qui donne des performances très, très supérieures aux assureurs classiques, on va dire, à aujourd'hui. Voilà. Monsieur, voilà. 2 questions concernant l'assurance vie. La première, ça concerne les vieux contrats. Alors non seulement les exonérés dont vous parliez, mais aussi ceux antérieurs à 97. Je crois que c'était la date, c'était 1997. Vous avez évoqué. Bon. 98, oui. Ou 98, pardon. Pour ces contrats-là, si on fait des versements, nouveaux versements, dans le cadre de ces contrats-là, est-ce qu'on est également soumis à la nouvelle fiscalité? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était une clarification. Moi, il me semblait que pour les contrats investis en euros, le prélèvement, la CSG, était prélevé au fur et à mesure chaque année. Auquel cas, à ce moment-là, on n'a pas de prélèvement en cas de rachat, puisqu'il est déjà effectué. Alors que pour les UC, il fallait attendre effectivement la fin, enfin, l'échéance du contrat et le rachat pour être prélevé. Donc une clarification. Pour répondre à votre première question concernant le contrat sur lequel vous n'auriez pas investi après 98, c'est ça? Non, si je fais des versements sur un contrat investi ouvert avant 98. Conclu avant 98. Ah oui, conclu avant 98. Est-ce que j'échappe à l'IFI ou pas? Une législation particulière, mais néanmoins sur lequel vous continuez à faire des versements et vous, pourquoi pas, des nouveaux versements. Vous avez pu faire des rachats et refaire. D'accord. Je vais essayer de clarifier et de simplifier les choses à l'extrême. Donc après, si vous avez des questions plus particulières sur votre contrat, nous avons un stand, donc on pourra envisager les choses. Pour la salle, je vais redonner la question. C'est: je fais des versements sur un contrat ouvert avant 98, donc qui bénéficie d'une fiscalité particulière. Est-ce que je suis soumis au PFU? Alors, la réponse est oui. Si vous faites des versements postérieurs au 27 septembre 2017 et que vous avez un encours supérieur à 150 000 €. Donc en fait, peu importe l'antériorité de mon contrat, que je l'ai ouvert la semaine dernière, que je l'ai ouvert avant 98, voire avant 83, dès lors que je porte mon capital à plus de 150 000 €, je serai soumis au PFU, en tout cas pour la fraction qui va dépasser ce seuil. Absolument. Mais excusez-moi, l'encours, c'est l'encours calculé à compter du 27 septembre, c'est pas l'encours avec historique et cumulé. Si. Ben, j'ai cru comprendre que c'était pas que ça. C'est l'encours cumulé? Oui. C'est l'ensemble des versements nets de rachat. Exact. Selon le texte. Je vais essayer de clarifier ce point. Vous avez un contrat que vous avez souscrit avant 98, ou non, après 98? Avant 98, ok. Vous faites des versements dessus. Les versements nouveaux rentrent dans le champ du législateur aujourd'hui, selon les nouvelles règles.
Donc, du coup, que fait le législateur? Mais il ne va regarder que les versements postérieurs au 27 septembre 2017. Les autres vont rester dans l'ancienne fiscalité. Et uniquement pour ces nouveaux versements-là, il va regarder le cumul de ces versements, uniquement ceux-là, net de plus-value. Et voilà, je ne vais pas parler des rachats pour simplifier. Donc la valeur de rachat issue des versements anciens reste complètement dans le champ de l'ancienne fiscalité. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris. Alors, deuxième question, c'était une question plus technique, mais je veux là aussi clarification sur la fiscalité entre les euros, les fonds en euros. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait un prélèvement à la source, en quelque sorte, et les fonds en UC, où alors là, effectivement, on attend que vous rachetiez pour être prélevé en CSG. Hein, j'entends. Alors, effectivement, prélèvements sociaux. Le cas initial, j'ai un contrat complètement investi en euros et qui n'offre que cette possibilité-là. Depuis la mise en place des prélèvements sociaux, les prélèvements sociaux sont prélevés annuellement au fil de l'eau sur la revalorisation versée par l'assureur chaque année. Donc effectivement, à ce moment-là, imaginons il y a un décès par exemple, sur un contrat qui est complètement en euros, je ne vais acquitter au moment du décès que des prélèvements sociaux issus de la plus-value générée par le contrat entre le 31 décembre de l'année précédente et le moment du décès. Voilà, donc du coup une fraction extrêmement mineure, hein, parce qu'effectivement les prélèvements sociaux ont été prélevés avant. Attends, si je prends le cas d'un contrat multi-support, offrant de l'investissement sur le fonds en euros et sur les unités de compte, depuis quelques années, 2015 peut-être, quelque chose comme ça, 14. Thomas, oui. J'ai dit 2013 tout à l'heure. Auparavant, les contrats multisupports ne subissaient pas ce prélèvement au fil de l'eau. Et maintenant, ils subissent également ce prélèvement au fil de l'eau, mais uniquement sur la revalorisation du fonds en euros. Ce qui veut dire qu'au moment où vous faites un rachat, par exemple, ce rachat, du coup, il va concerner à la fois une partie du fonds en euros et à la fois des unités de compte. Eh bien, le calcul qui est fait au moment de ce rachat est de regarder finalement ce qui a déjà été précompté et donc déjà payé à l'État. Et en fonction de ce qui a déjà été payé à l'État et de la plus ou moins value sur les unités de compte, du coup, l'assureur va rembourser dans l'encours ou alors prélever encore des prélèvements sociaux supplémentaires. C'est extrêmement compliqué. On arrive bientôt au terme, donc il nous reste deux questions déjà vues là et ici. Alors, les autres intervenants, vous inquiétez pas, vous pouvez aller voir n'importe lequel de nos trois conférenciers, ils répondront à vos questions. Monsieur. En ce qui concerne la rémunération des fonds en euros, vous avez parlé des obligations souveraines. Oui. Alors, je pense que depuis quelques années, les obligations souveraines émises par des pays comme la Grèce, comme l'Espagne, comme l'Islande ou même l'Irlande ont été extrêmement généreuses puisqu'on a eu des taux qui étaient à 2 chiffres. Je pense que les assureurs ont pu quand même à ce moment-là, disons il y a 3-4 ans, souscrire quelque part et donc ça leur conforte la capacité de reverser quelque chose effectivement aux épargnants. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi les réserves obligatoires dont une partie est reversée, je crois, au bout de 8 ans. Vous n'en avez pas parlé. Je peux commencer à répondre et Gilles le complétera s'il le souhaite. Effectivement, les obligations d'État dont vous venez de parler sont plus rémunératrices. Très clairement, elles sont plus rémunératrices, l'État grec, l'État irlandais, islandais. Cependant, les assureurs, je parle pour nous, mais également pour d'autres assureurs, sont contraints par des règles prudentielles. Et ils investissent uniquement sur des signatures qui sont notées AAA, AA, etc., enfin, de très bonne qualité. Ce qui fait que c'est une position de place, c'est une question de sécurité. Rares sont les assureurs qui ont investi il y a 4 ans sur la dette grecque ou la dette islandaise. Ils sont plutôt départis lors des fameux épisodes que nous avons connus ces dernières années sur les crises souveraines et au moment où la Grèce était en quasi-faillite. Donc les assureurs n'investissent pas sur ce type de papier, monsieur. Et sur les réserves ? Sur les réserves, je vais parler pour nous. Nous avons ce qu'on appelle une PPB, c'est-à-dire une provision pour participation aux bénéfices. Celle-ci
peut être doté à partir des produits financiers qui sont dégagés sur le fonds en euros chaque année, c'est-à-dire qu'on met de réserves pour des années qui seraient un peu plus difficiles. De manière prudente, nous avons doté notre PPE, enfin la PPE, pardon, et aujourd'hui, elle représente près de 1% des encours. Et ça, c'est valable pour quasiment tous les assureurs qui dotent leur participation. Quasiment. Ouais. J'ajoute que c'est un critère effectivement à regarder qui est très intéressant, qui sort dans des revues en général annuellement. Quel est le fonds de PB des assureurs? Alors c'est intéressant parce que c'est effectivement une réserve de rendement qui appartient aux assurés, hein, et que les assureurs ont l'obligation de liquider au bout de 8 ans. Donc quand on choisit un contrat d'assurance vie, il est toujours intéressant de regarder quelle est la réserve de rendement non distribuée encore par l'assureur, puisque le but de cette réserve de rendement est effectivement de mutualiser finalement les revenus entre les différentes générations de clients. Une dernière question et après on pourra aller dans les concernant ateliers. stratégie au niveau des gens qui ont un patrimoine immobilier significatif. Si on envisage la création de sociétés civiles soumises à l'impôt société, distribution de dividendes, abattement et flat tax. Par contre, sauf les plus-values, qui là, bien entendu, il n'y a pas forcément les abattements, mais est-ce qu'on pourrait envisager une solution comme ça? Oui, mais vous évoquez aussi le moment de la transition. C'est-à-dire si vous le détenez en propre et vous le faites passer en société, vous le cédez. Pour les acquisitions, d'une part, pour l'antérieur, ça pose un problème. Ça et pour une croissance, pour quelqu'un qui est relativement jeune, qui envisage une opération de restructuration, enfin disons d'acquisition. Je pense que le législateur va prévoir quelque chose. Va voir le truc là. C'est la ficelle est un peu grosse. Les SCI familiales ou patrimoniales, elles seront dans le champ du nouvel impôt. Non, je pense pas. Le seul, il y a un domaine qui existe déjà, mais alors c'est une niche. C'est pas une niche fiscale, j'ai pas mal parlé du loueur en meublé non professionnel. Mais il y a le loueur en meublé professionnel. Ouais. Alors là, mais IFI ou pas IFI? Voilà. Pour moi, là, pas IFI. Mais on en parle. Pour l'instant, puisqu'on parle de choses connues, pour l'instant, pas IFI. Mais c'est un domaine qui est tellement étroit et pour y accéder, enfin, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais pour ceux qui sont curieux, interrogez-nous. Mais ça va intéresser qui? Il va dire des gens plutôt jeunes qui ont cédé par exemple une entreprise, qui donc n'ont quasiment pas de retraite et qui vont qui vont réinvestir dans ce type de placement, donc et accéder à un statut du loueur en meublé professionnel. Là aussi, c'est pas la niche réalité. Non, j'y crois pas. Et de toute façon, c'est difficile d'échapper à l'impôt. De ce côté-là, je crois qu'il y a peu de... Et il faut être surtout très vigilant. Quand vous évoquez l'idée de céder pour passer en société, alors là, vous faites... là, c'est clair. Voilà, il y a les plus-values, les droits... Si on n'a plus 22 ans ou 30 ans... Non, je reviens à l'idée que je développais au départ. C'est que là, on parle de rendement, etc. Mais l'épargnant qui met 100 000 euros dans le statut du loueur en meublé non professionnel, il a l'IFI, mais il n'a pas d'impôt. C'est un avantage fiscal. Déjà, le sans impôt est un avantage fiscal, pour moi, énorme. C'est pour les gros patrimoines. Non, oui, enfin, là, ce dont je parle là, non, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Hein, dès que vous êtes dans une tranche à 30, c'est hyper intéressant. D'accord, merci. Très bien, on pourrait continuer comme ça à discuter ensemble jusqu'à ce soir. Ceci dit, vous avez plein d'autres choses à voir aujourd'hui avec nos confrères, nos amis exposants. Donc écoutez, merci d'avoir assisté à ce premier débat. Merci à Gilles Belloir, merci à Thomas Delannoy, merci à Laurent Jourda d'avoir animé avec brio. Et j'espère qu'ils ont répondu à certaines parties de vos questions. Et je vous souhaite donc une bonne journée pour la suite des événements.